News de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan. Amazon, lui, ce qu'il propose, c'est pas d'aider les commerçants, c'est de les intermédier. Il faut inciter à recruter des gens plutôt que des robots. On a été victime, ce qu'ils appellent en guerre économique, de tentatives de déstabilisation. Il faut beaucoup d'humilité dans ce genre de période et commencer par dire qu'on ne sait pas. Le problème du confinement, c'est qu'on ne s'est pas arrêté pour réfléchir. On s'est arrêté parce qu'on avait peur. Toujours un plaisir de poursuivre les aventures du Next 40 et de ses entrepreneurs. J'ai le plaisir de retrouver Olivier Mathieu. Salut Olivier. Salut Thomas, très content également. Je peux signaler qu'on a un peu changé le rythme de parution du podcast puisqu'on avait l'habitude pendant le confinement de sortir un épisode par semaine et aujourd'hui on est plutôt sur toutes les 2 semaines. Donc ça permet à chacun de prendre son temps pour l'écouter parfois en 1 fois, parfois en 2 fois. En tout cas on est ravis parce que même si on a un peu des difficultés à rassembler toutes les données d'audience, étant donné qu'on n'a pas de panel comme pour la radio ou la télévision, on sait que vous êtes déjà plusieurs milliers d'auditeurs et donc ça me ravit. Et moi, ce qui me ravit, c'est, comme je le disais, de te retrouver, Olivier. Tu es entrepreneur. On avait suivi tes débuts quand tu avais cofondé Press Minister. Des aventures, il y en a eu beaucoup. Aujourd'hui, tu es président de The Camp et vice-président de France Digital. Je te propose d'évoquer tous ces partenaires et explique aussi le succès du podcast. Oui, parce que le podcast 40 Nuances de Next est dédié aux champions du Next 40, cet indice des 40 plus grosses startups françaises. Parfois, on nous critique en nous disant, tiens, c'est pas, il n'y a pas que les champions dans la vie. Mais c'est vrai que quand on regarde la Ligue 1 de football ou les championnats de tennis ou les masters, etc., on s'intéresse quand même beaucoup aux stars. C'est eux les plus inspirants. Et donc, pour nous accompagner sur avec ce bâton de pèlerin ou d'ambassadeur autour du Next 40, on a le journal Madines, dédié à la culture technologique et aux startups. On a également le journal La Tribune, qu'on écoutera poser une question à notre invité du jour, et puis France Digital, et également la French Tech, qui nous accompagne tout au long de cette collection de 40 épisodes de 40 Nuances de Next. On remercie aussi notre partenaire Saoti, et place maintenant à un jeune entrepreneur. Il aurait dû être promis à une vocation de docteur. Il aurait été très utile en cette période de coronavirus. Il a réussi à se rendre utile autrement, toujours dans cette période, pour un autre public, celui des commerçants et e-commerçants. Ismaël Ould, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Olivier, bonjour Thomas et ravi d'être là aujourd'hui. Ismaël, tu es le cofondateur de Wind. On en parle tout de suite. Alors l'exercice du pitch, Ismaël, il m'intéresse d'autant plus que moi j'ai un peu d'expérience depuis quelques années dans le domaine du commerce et du e-commerce. Et aujourd'hui, non seulement on a cette mission autour de 40 nuances de Next, d'expliquer ce qu'est Next 40, mais aussi d'expliquer ce que vous faites chacun d'entre vous. Donc l'exercice du pitch, souvent vous êtes rompu à cet exercice quand il s'agit d'en parler à des investisseurs, quand on fait un roadshow, quand on va rencontrer les potentiels fonds de capital risque. Et donc ça nous intéresse de ce qu'on appelle nous parfois le pitch before and after, c'est de raconter, ou en tout cas d'entendre raconter par ta voix comment tu présentais Wind, qui avait d'ailleurs je crois un autre nom à l'origine, au début, et est-ce que ça a changé, comment tu le racontes aujourd'hui? Alors je crois que dans ton cas effectivement ça a quand même pas mal changé, c'est ce qu'on appelle parfois la technique du pivot qui est bien connue des entrepreneurs et des start-upers, mais comme on essaie de toucher un public un peu plus large, on voit aussi comment tu peux présenter et comment tu peux pitcher ta start-up qui est aujourd'hui une scale-up, aussi avec un vocabulaire plus vulgarisant pour un public plus large. Écoute, très clair. C'est marrant parce que le pitch originel de Wind, c'est le commerce de demain aujourd'hui. Et sur cette maintenant qu'on est demain, on est demain. En plus, le coronavirus a bien montré qu'on était demain. Et ce demain, en fait,
c'est cette synergie totale entre le e-commerce et le physique. Moi, il faut comprendre que mes origines, moi je suis fils de commerçant, hôtelier, et donc lors de ces 32 précédentes années, parce que vraiment famille de commerçants, donc on a grandi dans l'hôtel, on a su travailler, et ben on a vu arriver le e-commerce se positionner, se mettre en place et aujourd'hui représenter plus de 70% de notre chiffre. Et donc ce que je sais, c'est que en tout cas le commerce, les actes d'achat évoluent vers cette symbiose entre le physique et le digital. Et pour nous, le commerce de demain, c'est ça, c'est pas du pur digital ou du pur physique comme il pouvait l'être il y a quelques années, enfin en fonction des différents secteurs. C'est une symbiose totale entre les deux. Et cette symbiose totale entre les deux, elle implique en fait de repenser le métier. C'est-à-dire que l'hôtellerie, elle n'a pas juste créé des sites internet, elle a repensé sa façon de gérer ses chambres, son yield management, sa distribution sur les plateformes, ça reconstitue sa marge, ça reconstitue son positionnement aussi vis-à-vis de ses clients, parce que le client, il vient de la part, par exemple, d'un Booking ou d'autres, et le service va être réalisé par le point de vente. Et ça demande à changer à la fois les outils, le business model, l'operating model, carrément du commerce. Et donc, nous, ce qu'on pense, c'est que le commerce va devoir changer opérationnellement là, dans les prochaines années. Il faut dire que le Covid a vraiment accéléré. Nous, on pense qu'en 3 mois, on a pris 3 ans de maturité. Et donc, il leur faut un nouveau logiciel pour pouvoir répondre à tout ça. Pourquoi ? Parce que le quoi qu'on fournit, c'est une plateforme en SaaS omnicanal spécialisée autour de l'encaissement et ce qu'on appelle le fulfillment, la gestion des approvisionnements, pour pouvoir gérer toute cette nouvelle façon de faire du commerce, c'est-à-dire par exemple permettre de faire du click and collect, de la livraison, de l'encaissement en self-checkout, donc j'évite le verbiage, mais c'est vraiment où je peux m'auto-encaisser tout seul, ou de l'encaissement mobilité avec du conseil dessus. Optimiser les stocks, parce qu'aujourd'hui les retailers, il y a un vrai enjeu de tension sur l'optimisation des stocks pour pouvoir vendre en ligne ou en physique. Et vraiment synergiser le magasin, l'entrepôt et tous les métiers pour permettre au client final de pouvoir avoir à disposition tous les articles, tout le temps, avec le bon niveau de service. Parce que c'est ce dont l'industrie a besoin aujourd'hui. Nous, on est vraiment en positionnement, on veut aider le commerce à se transformer, à évoluer. Win, c'est important. On fournit une plateforme en SaaS, en marque blanche, aux acteurs historiques qui veulent effectuer cette transformation. Donc, nos clients, ça va être... et on s'est concentré sur des plutôt grands groupes, donc des marques qui font plus de 100 millions de chiffres d'affaires. Donc, ça va être des marques comme Monceau Fleurs, Monsieur Bricolage, ou même jusqu'à Carrefour, qui fait plusieurs dizaines de milliards, mais qui décide de repenser sa façon de travailler pour servir ses clients à l'ère du commerce unifié. Tu as évoqué, Ismaël, la question du confinement, donc on va évidemment y revenir, c'est un gros sujet pour tout le monde, qu'on soit entrepreneur ou pas d'ailleurs. Peut-être avant ça, pour revenir sur ce qui a fait la réussite de l'entreprise, vous êtes passé par un certain nombre d'étapes, par un certain nombre aussi de levées de fonds, et on a justement une question surprise d'un de tes investisseurs chez Alven, François Métayer. Je te propose de l'écouter. Il a peut-être une piste qui expliquerait cette réussite, mais sur laquelle on aimerait ton avis. Vous avez un message. Salut Ismaël. Ça fait longtemps depuis notre investissement chez Win avec le fonds d'Orange en 2015, à l'époque où la société était très jeune et où on pariait sur ta vision, ton énergie, les premières briques produits et les premières discussions commerciales que vous aviez. Je voulais te faire réagir sur un sujet qui anime toujours beaucoup les débats dans notre écosystème, le fait de lever avec un industriel. Beaucoup d'entrepreneurs se méfient toujours de ces acteurs et de leurs intentions, alors qu'ils ont pourtant bien évolué dans leur mentalité, dispositifs et modalités d'investissement. Toi, tu as la particularité d'avoir levé successivement avec plusieurs de ces industriels, Orange, Sodexo et Natixis notamment. Comment tu t'y es pris ? Et avec le recul, quel est ton retour d'expérience et les conseils que tu pourrais donner à tous les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent sur les avantages et les éventuels points de vigilance de ce type de stratégie ? Merci François. François qui, donc avec Alven, qui m'ont fait confiance au tout début de l'aventure. Donc effectivement, comme il l'a dit, il a cru en la vision et au marché. C'est vrai que je pense que chez Wind, on incarne, et on est les seuls, je crois qu'on en est en termes de modèle, en ratio d'invest par des corporates et successivement sur les 3 tours, je pense qu'on est les seuls en France à s'être positionné sur ce modèle. Nous, ce qui a fait notre réussite,
c'est la co-création avec nos clients. On doit écrire, notre logiciel doit répondre à un nouvel operating model, à une nouvelle façon de faire du business. Et moi, dès le départ, je me suis dit que la meilleure façon de pouvoir y arriver, c'était d'être proche de nos clients. Et être proche de nos clients, c'était vraiment de comprendre quels étaient leurs besoins, leurs attentes, leurs contraintes. Et ça demandait de lever un peu le capot de leur part. Ça demandait à ce que nos relations dépassent la relation aussi client-fournisseur et qu'on puisse même être associés dans la réussite et ce projet. Et naturellement, en fait, tout au long de l'aventure, c'est nos clients qui nous ont proposé d'investir successivement parce qu'ils croyaient en l'aventure et parce qu'ils pensaient et qu'ils croyaient en notre modèle. Donc je pense que l'élément clé là-dessus, ça a été cette logique de co-création. Dans nos valeurs, on a la notion de one team, la capacité de pouvoir faire one team avec ses utilisateurs et même au sein de l'entreprise, quoi. Du coup, Ismaël, ce que disait François, c'est que c'était quand même un gros sujet pour pas mal d'entrepreneurs. J'imagine que quand tu as opté pour cette configuration-là, tu as dû avoir des échanges avec des confrères, des pairs, qui t'ont soit conseillé, soit déconseillé d'y aller. Il est où le débat? Est-ce que avant de laisser Ismaël répondre, je me permets de faire un bip bip? Tu sais qu'on avait dit ça, Thomas, quand on part dans du vocabulaire très jargonneux entre start-upers, je me permets de faire le lexique et je précise notamment que quand on parle de corporate, ce que tout le monde ne sait pas, c'est évident pour les start-upers et les entrepreneurs, on parle donc de groupes industriels qui investissent dans une start-up. Le corporate, c'est la traduction anglaise de cet investisseur. Il y a parfois des corporate VC, on dit des CVC, donc c'est des fonds de capital risque, venture capitalistes, qui appartiennent à des corporates. Et donc c'est le cas chez Wind avec Ismaël, où on a des industriels qui ont investi. Et la raison pour laquelle on pose cette question, là aussi je me permets de vulgariser un tout petit peu, parce que c'est intéressant, souvent les start-upers se disent, et ça permettra peut-être à Ismaël de préciser sa réponse, bien que ce soit très clair sur l'accompagnement des clients, parfois certains start-upers considèrent que quand on finit par avoir un industriel, ça veut dire que lui, il aura envie aussi de racheter l'entreprise plus tard. Alors, dans le cas de Wind, il y a plusieurs industriels, plusieurs corporates dans son capital, mais parfois les fonds d'investissement plus traditionnels aiment moins ça, parce que du coup, ça étroitise d'une certaine manière, ça raccourcit l'horizon, puisque le champ des possibles pour des investisseurs extérieurs est un peu réduit à partir du moment où un industriel a déjà pris un morceau du capital. Donc voilà, c'était ma petite page lexicographique. Très très clair. Concernant le conseil vis-à-vis des autres entrepreneurs, y aller, pas y aller. Je pense que pour toute levée de fonds, la question c'est pourquoi on lève et avec qui on lève. Donc à partir du moment où nous, le pourquoi où on levait, c'était pour prouver que ce modèle opérationnel fonctionnait et qu'il y avait justement un marché autour de ça, la question de avec qui on lève, on est parti chercher les personnes qui pouvaient nous apporter de l'argent, mais pas que de l'argent. C'est-à-dire que le terrain de jeu, le fait de pouvoir prouver tout ça était pour nous aussi important que de l'argent. Et au-delà de ça, j'insiste, ça a été de vrais corporate ventures. Et parce que le mot industriel, il est différent. Un industriel, pour moi, ça aurait été un Microsoft, un Salesforce, un SAP. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans mon métier. Moi, ce sont des utilisateurs qui ont investi. Donc, en termes d'acquisition, personne ne comprendra demain que Orange vienne acquérir une boîte de transformation omnicanal, alors qu'on est là, nous, pour les boutiques d'Orange. Pareil pour Sodexo. C'est pas leur métier de créer une plateforme tech et de la commercialiser auprès d'autres clients. Donc, nous, ça s'apparente plutôt à du crowdfunding, si vous voulez, à un niveau un peu plus élevé, où les utilisateurs ont financé, entre guillemets, la plateforme dont ils avaient besoin. C'est un peu notre Kickstarter à nous pour pouvoir avancer. Donc il n'y a pas de risque d'exit et c'est pour ça que d'ailleurs on a aussi des vrais professionnels de l'investissement comme Alven sur le venture ou par la suite Sofina sur le private equity qui ont co-investi là-dessus parce que pour eux l'horizon de sortie était clair. Donc déjà sur l'horizon de sortie, la question était hyper claire. Et après pourquoi leur argent à eux plutôt que celui de fonds plus traditionnels, parce qu'on pensait que nous, au-delà de l'argent, le terrain de jeu et la déployabilité de nos solutions avec eux et la preuve qu'on pouvait apporter en réussissant avec eux était autant créatrice de valeur
que pouvait l'être l'investissement. Tu disais que tu avais un modèle qui était différent et qui a séduit tes fameux investisseurs et clients. Alors oui, alors ce qui nous rend unique sur le marché, c'est vraiment cette synergie totale entre le web et le physique. C'est-à-dire que la façon dont on a designé notre logiciel, la façon dont on a designé les interfaces, les fonctionnalités et l'architecture, on a vraiment positionné, et ça j'ai pu tirer cette expérience de l'hôtellerie, un business qui va tourner par exemple à 50% online et 50% en physique. Tourner à 50%, parce que faut comprendre que quand on a commencé, nous en France, les secteurs sur lesquels on a commencé, ils étaient à 3-4% en online et 96-97% en physique. Là, l'année dernière, on était à peu près arrivé à 8%, 7-8% online et le reste en physique. Pendant le Covid, pour certains, on est passé à 100% online et pour d'autres, le physique a continué. Mais dès le départ, on s'est dit, voilà, n'importe quel business de retail, pour nous, c'est une marque qui possède des réseaux de distribution physique ou digitaux, doit pouvoir gérer les deux avec le même outil, le même logiciel. Et on a été les premiers à penser différemment en se disant, moi, je crée pas un logiciel de e-commerce, moi, je crée pas un logiciel de magasin, moi, je crée pas un logiciel de caisse, je crée une plateforme omnicanal. Donc forcément, toute la logique derrière des stocks, la façon dont on gère le modèle opérationnel des stocks, la façon dont on gère les équipes. Une équipe elle est en magasin, mais elle peut également servir, par exemple, le web. Tout ça nous a conduit à écrire un logiciel qui est profondément différent de tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Écoute, très clair. Merci Ismaël pour cette précision. Je t'ai peut-être interrompu, excuse-moi Thomas. Je proposais en tous les cas qu'on puisse passer à la deuxième rubrique qu'on aime beaucoup. On a commencé un tout petit peu à l'aborder en parlant du monde d'après. Donc je lance un petit jingle. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. C'est un moment où on aime bien parler de l'impact du confinement sur la vie de l'entreprise, sur la vie du marché. Bien sûr, maintenant, le déconfinement a été décrété, il est progressif, on se déconfine peu à peu, tout le monde n'est pas 100% déconfiné, mais on voit bien que l'impact de la crise économique sur la vie des startups, sur la vie de la distribution, du commerce, etc., va être long, probablement. En fait, la crise économique est loin d'être finie, et c'est en ça que ça nous intéresse, sachant que je rappelle que Wind tu me corrigeras si les chiffres sont pas bons, Ismaël, mais je crois que tu nous disais que vous avez levé 112 millions d'euros depuis le début de l'aventure entrepreneuriale et 72 millions au dernier tour. Donc c'est des montants évidemment considérables qui aussi justifient ta présence dans cet indice des géants, des champions, disons, du Next 40. Donc forcément, vous avez probablement une trésorerie, une résistance financière à la période de la crise. Mais c'est intéressant quand même pour nous de comprendre et pour tous les auditeurs de savoir qu'est-ce qui se passe alors que tu es connecté sur un modèle de digitalisation des points de vente. Qu'est-ce qui se passe quand l'économie s'arrête, notamment quand c'est une crise de la demande très très forte chez tes clients? Je vais commencer par expliquer ce qui impacte déjà de notre entreprise. Notre entreprise, ça a été 3 leviers très importants. La mise en place du télétravail à J+1 lorsque le confinement a été annoncé. Alors, très simple sur la digitalisation des outils parce que on est une boîte du SaaS, donc on avait déjà tout notre poste de travail qui était digitalisé. Par contre, d'autres difficultés à devoir gérer sur le nouveau mode de management parce que du jour au lendemain, vous pouvez avoir ses collègues les uns à côté des autres ou le suivi des tâches. On est une boîte qui fait du développement agile, donc très visuel. Donc, il a fallu accompagner les managers dans ce nouveau mode de gestion. Le deuxième sujet, c'est l'incertitude. C'est-à-dire que toutes les semaines, j'ai fait des points avec les équipes pour pouvoir avancer. Nous, on est une boîte qui est gérée au quarter. Donc, en fait, c'est assez clair. Tous les 3 mois, on faisait le débrief du précédent quarter, la planification sur le quarter d'après, les objectifs commerciaux, produits, projets et organisation de la boîte étaient alignés au trimestre. On savait ce qui allait se passer. Et le problème, c'est que chaque semaine, en fonction des annonces gouvernementales, il fallait réaligner le cap. Donc, beaucoup de on ne sait pas aux équipes, mais voilà ce qu'on va faire. Et donc, une communication beaucoup plus resserrée pour donner le cap, parce que c'est ce qui est hyper important en termes de start-up.
Et le troisième impact, pour préparer le lien aussi sur le marché, ça a été la réorganisation totale de nos plannings. La réorganisation totale de nos plannings, pourquoi? Parce que nous, on fait du commerce unifié, donc physique et digital, et donc les priorités de nos clients ont été bouleversées. Évidemment, tous les déploiements sur le physique ont été arrêtés, parce que les espaces physiques ont été stoppés, on déployé des réseaux de boulangerie, des réseaux de distribution alimentaire. Effectivement, la priorité était plus là. Par contre, on a eu des demandes d'accélération, notamment sur la partie digitale. On a dû également accompagner la forte croissance de nos clients pour comprendre, si on prend la métrique du nombre de commandes qui sont traitées par la plateforme, nous, entre avril et mars, on a fait x2,7, et entre mai et mars, on a fait x4,1. Donc une explosion globalement des volumes de commandes traitées. On a pas mal de clients aussi dans le bricolage ou dans la distribution alimentaire, ce qui explique aussi cette forte croissance. Et nous, ça nous a demandé de nous remobiliser totalement, donc refaire les plannings, revoir les priorités. Et ça, il a fallu être réactif le plus vite possible. Le dernier impact, ça a été de se dire, on doit avoir une mission sociétale. Là, à ce moment-là, je pense que toutes les boîtes même de la tech en général se sont posé la question, et je pense que tous les citoyens se sont dit comment on peut aider notre pays à dépasser cette crise. Et nous, on s'est dit, on est assez sensible au commerce. Nous, on travaille qu'avec des grands groupes, c'est notre modèle économique, mais on s'est aperçu qu'il y avait des milliers d'indépendants, de commerçants indépendants qui n'avaient pas de solution pour pouvoir apporter, justement, gérer ce commerce digital et se retrouver fermés, et c'était très compliqué pour eux. Et donc là, on a pris communication avec le ministère de la Cohésion et des Territoires, qui nous ont dit qu'effectivement, il y avait plein de régions dans lesquelles les petits commerces ne pouvaient pas rouvrir, ne pouvaient pas proposer, des producteurs qui se retrouvaient du jour au lendemain privés de marché, en fait, et du coup privés de revenus, et en plus avec des denrées alimentaires qui s'ils n'étaient pas écoulés, seraient perdus. Donc c'était assez choquant du jour au lendemain. Et là, on a été au contact avec des mairies, comme le maire de Saint-Flour ou le maire de Sèvres, qui nous ont permis de déployer la plateforme Mon Commerçant chez moi. Et en quelques jours, les équipes ont pu aussi apporter leur contribution en permettant à ces commerçants de traiter des commandes. Donc, c'était pendant Pâques des chocolatiers. On a organisé un marché virtuel où les producteurs pouvaient permettre de vendre directement. Donc ça a été un point qui a été hyper important. Justement, sur ce sujet-là, c'est vrai que j'ai cru voir passer une tribune que vous êtes nombreux à avoir co-signé chez les acteurs de la tech pour soutenir les commerçants. Je crois que c'était avec Payplug, il y avait Shopify, Stuart et une quarantaine d'autres entrepreneurs. De ce que je comprends dans tes propos, c'est que finalement c'était pas du tout ta cible, mais qu'à un moment il fallait se bouger. Exactement. Là, je pense que les derniers mois nous ont tous amenés à nous concentrer aussi sur un intérêt entre guillemets supérieur. C'était pas ma cible, mais mon produit leur correspondait parfaitement. Là encore, un bel exemple de synergie avec des corporates, parce que Payplug, ça appartient à Natixis, qui est rentré au capital, on a très rapidement pu proposer une plateforme pour gérer à la fois la commande en ligne, la partie livraison et le paiement directement embarqué dessus, pour le proposer gratuitement, je tiens à le préciser, aux petits commerces. Et c'est ça aussi le rôle qu'on doit incarner quand on gère une scale-up comme les nôtres. Le sens qu'on donne aux équipes au quotidien est très, très important. Et surtout, il y a aussi autre chose qui nous anime dans notre combat, et j'en parlerai plus tard au moment de ma carte blanche, c'est aussi le marché, le monde qu'on veut avoir demain. Si on donne pas les outils aux petits commerçants pour se développer, c'est les gros qui prennent le marché. Il était hors de question de laisser mourir nos petits commerces, producteurs et artisans, pendant que les gens de la tech, qui eux ont cette technologie, ont ce savoir-faire, puissent se débrouiller et avancer. Donc, au profit d'Amazon, si je lis les Astérix. Voilà. Exactement, au profit d'un Amazon ou d'un Alibaba, qu'il ne faut pas oublier, qui commence à prendre ses pas, aussi dans l'Hexagone, et au profit oui, effectivement, totalement, parce que le problème, c'est qu'un Amazon, lui, ce qu'il propose, c'est pas d'aider les commerçants, c'est de les intermédier. Et les intermédiaires, et ça pour moi, c'est quelque chose de très important à dire. Quand on voit aux États-Unis ce qu'ils ont fait avec leur marketplace, c'est-à-dire que vous vous connectez sur la plateforme, vous vendez, et en fait, ils sourcent vos clients, ils sourcent vos fournisseurs,
et du jour au lendemain, vous recevez un mail en vous disant que vous allez être déréférencé de la plateforme parce qu'Amazon va directement sourcer vos produits pour les revendre directement à vos clients. Nous, c'est pas notre vision. On a une vision très humaine du sujet. On pense que le digital et les outils, c'est un formidable levier pour augmenter la productivité des gens, pas pour au final supprimer leur emploi, parce qu'on croit au commerce humain et pas au commerce robotisé. Et surtout, on pense, moi, les monopoles, on pense qu'il y a du business pour tout le monde et qu'il faut permettre toutes les formes de business. Parce que si on continue à laisser faire, à date, l'équation économique, elle est tellement déséquilibrée, tellement. Les taxes ne sont pas équilibrées, les outils technologiques ne sont pas équilibrés. Et si en plus on les laisse même pas travailler, je veux dire, le résultat, dans quelques années, il est évident. Ça va aboutir à la mort du commerce de proximité. Et ça, je pense que dans nos missions maintenant, c'est une nouvelle mission qui s'est rajoutée chez nous. Ça va être de savoir comment on peut permettre aussi de revitaliser et de permettre d'avancer. Je me disais, Ismaël, en t'écoutant, et on va pouvoir passer ensuite à une rubrique qu'on appelle, nous, le monde d'après, parce qu'on est déjà en train de parler un peu du monde d'après avec toi, et on a certains invités et partenaires qui vont te poser des questions sur ce sujet. Mais si on reste un tout petit peu dans cette période de la crise, je trouvais intéressant que tu partages ton expérience, même de manière un peu brève, pour qu'on puisse avancer, mais il y a des sujets en tant qu'entrepreneur qui sont aussi... le management, tu en as parlé, là tu as parlé notamment des gestes solidaires vis-à-vis des petits commerçants. Ce qui est intéressant, moi aussi je trouve, c'est de comprendre bien du point de vue entrepreneurial comment tu as géré la relation avec tes équipes. Alors tu as parlé du télétravail, etc., mais aussi d'un point de vue humain, comment ça s'est passé et comment ça se passe encore, parce que la crise n'est pas finie, on sait qu'il y a encore un peu de stress associé à ça, sur l'avenir des entreprises, parfois sur... l'organisation du travail, et puis aussi, et je te reposerai la question si tu l'oublies, parce que c'est deux questions en une, mais c'est également dans la relation avec les investisseurs. On a parlé des montants conséquents que tu as pu lever, que vous avez pu lever en tant qu'entreprise. Malgré tout, évidemment, quand ils ont investi, c'était avant cette crise. Et est-ce que dans ce cas-là, un peu comme les salariés, est-ce que les investisseurs se montrent plutôt solidaires, plutôt inquiets? Est-ce qu'ils sont source de stress pour toi, ou est-ce qu'ils sont plutôt supportifs, et si possible sans bullshit, c'est-à-dire si tu peux nous dire vraiment l'envers du décor ou ce que tu as le droit de dire. Écoute, avec plaisir. Je pense que le point commun entre les équipes et les investisseurs, dans la communication en tout cas qu'il a fallu y avoir, parce que dans les rapports et dans les dialogues, c'est on ne sait pas, mais parce que je pense qu'il faut beaucoup d'humilité dans ce genre de période et commencer par dire qu'on ne sait pas. Et c'est déjà quelque chose qui humanise, je pense, toute discussion et qui permet de dire, écoute, on est tous pareils, que ce soit de Singapour à New York ou de Poitiers à Paris. Je pense on est tous revenus à énormément d'humilité que peut avoir face à la nature et face au reste du monde, où en tant qu'homme, là, on avait du mal à prévoir. Parce que nous, ce qu'on nous demande d'habitude, c'est de prévoir, d'anticiper, de faire des plans, etc. Et de commencer chacune des phrases par « je ne sais pas, mais… » voilà ce qui est prévu pour qu'on puisse avancer, ça a facilité. Donc avec les équipes, ça a été beaucoup de ça. Ça a été beaucoup de dialogue. Ça a été une période intéressante parce qu'en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que cette visioconférence, ce télétravail, ça nous fait rentrer chez les gens. Donc on entend les enfants de ses collègues, on comprend aussi ceux qui ont des maisons qui sont à Paris ou pas à Paris, dans leur maison de vacances ou pas, ceux qui vont avoir des problématiques. Donc moi, personnellement, ça a été une période que j'ai beaucoup appréciée. Modulo, je pense que le prix à payer pour cette période, je me serais pas permis de le demander parce que je pense que la crise sanitaire qu'on a vécue, elle est terrible, elle est dramatique, la crise économique aussi. Donc je ne souhaite pas ce confinement, c'est évident. Par contre, ça nous a permis de prendre le temps, de se poser les bonnes questions, d'avoir le bon recul et de sortir en fait de cette mécanique dans laquelle on était tous. Donc les effets positifs, ça a été de pouvoir se dire ça. Ensuite, sur le côté investisseur, moi j'ai quand même de la chance d'avoir beaucoup de corporates. Et l'avantage, c'est que les corporates, ils sont dans la même situation que nous. Donc, en toute transparence, un très bon sujet, parce que il a fallu dire, voilà, les hypothèses de Q3, Q4 qu'on avait estimé dans le budget de départ, là on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas comment va réagir le marché. On ne sait pas comment les budgets de nouveaux investissements vont se passer. On ne sait pas comment on va pouvoir avancer.
Sur la partie recrutement, on ne sait pas si on va pouvoir réouvrir les bureaux ou pas il y a 2 mois, et donc si on va pouvoir onboarder des nouveaux collaborateurs ou pas. Et ça, honnêtement, j'ai eu beaucoup d'écoute de la part de mon board là-dessus, parce qu'il est composé majoritairement de patrons de business unit. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est on parle des actionnaires, mais le plus important, c'est qui siège au board. Et moi, ce sont des CEO et des patrons COMEX de business unit qui sont également affectés par le Covid. Donc, au-delà de la vision financière, ils comprennent parfaitement l'impact qu'il peut y avoir. Et en tout cas, moi, ils ont parfaitement accepté le fait qu'on était en imprévisibilité, donc on devait revoir toutes les hypothèses associées à la croissance de l'entreprise. Et je pense que c'était ce qu'on attendait de moi et de mon COMEX, c'était d'être transparent sur le fait de l'imprévisibilité. Mais voilà comment on s'organisait par rapport à cette imprévisibilité. Ça, je pense Tu que c'est l'as très dit, important. Ismaël, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y aura un monde d'après. La question, c'est lequel? Je te propose, si tu veux bien, avant d'évoquer les milliers de sujets qu'on pourra avoir sur le monde d'après, c'est d'écouter les questions de nos 2 partenaires médias que sont La Tribune et Madines. Je t'en mets un d'abord. Vous avez un message. Bonjour Ismaël, ma question porte sur la digitalisation du commerce. On a vu pendant la crise que le digital, le e-commerce a pris le pas sur le commerce physique, évidemment par la force des choses. À l'heure où on tente de rouvrir les magasins, comment est-ce que vous voyez le nouvel équilibre entre la nécessité de garder un magasin physique et l'accélération du digital, qui est également une réponse à des crises telles que celle que nous venons de connaître? Très clair. Et effectivement, c'est la question qui actuellement se pose et sur lesquelles travaillent toutes les chaînes de retail. Ça va être, quel est mon nouveau plan? Quelle est ma nouvelle organisation? Comment j'adapte mes surfaces? Et il faut le dire, je pense qu'il faut le dire derrière, l'emploi qui est derrière. Parce que s'il y a une réduction des surfaces, il va y avoir une diminution de l'emploi. Et comment je joue également sur mes stocks. Donc globalement, la conséquence du mix physique et digital, ça va être sur les ressources que je vais affecter, la gestion de mes stocks et la gestion de mes équipes. Je pense qu'il y a un consensus très clair de la part de toutes les chaînes de retail sur le 3e levier qui sont quel est le niveau de service que je dois apporter. Je pense que toutes les chaînes de retail, sur la première des choses, adoptent tous les services du commerce unifié. J'entends par là le self-checkout, la livraison express, le click and collect, la IRESA, la prise de rendez-vous. Je pense que là-dessus, on est assez clair. Et maintenant, la vraie question pour elle, ça va être de se dire comment j'optimise mes surfaces, comment j'optimise mes ressources et au final leur rôle, et comment j'optimise mes stocks. Et là, si on prend les plans qu'on s'était donnés, parce que l'année dernière, globalement, le e-commerce pesait 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Bon, dedans, il y a aussi le voyage, donc ça n'impacte pas que le retail. Il va y avoir une forte accélération, et ça prenait à peu près 8 à 10% par an. Cette année, on peut tabler sur une augmentation de 20, 30 ou 40%. On va pouvoir le voir. Et donc, il y a un nouveau modèle à réécrire. Donc moi, ce que je pense, c'est que les deux sont complémentaires. Donc le physique va rester indispensable. Le physique doit être optimisé en fonction du fait que le digital va prendre plus d'espace. Donc si l'année dernière, on se tablait autour de 10%, peut-être que cette année, il faut penser autour de 20 ou 30%, comme on peut se retrouver par exemple au UK. Et ça va être clé aujourd'hui pour la croissance de toutes les chaînes de retail. Donc efficience des stocks, rôle et efficacité des équipes et dimensionnement des surfaces de vente. Alors je me permets de t'interrompre peut-être Ismaël, pour on va pouvoir écouter une deuxième question parce qu'on essaie toujours d'investiguer ce monde d'après. Ça, c'est un des sujets qui a beaucoup intéressé nos partenaires. Donc on va avoir maintenant Madines qui va te poser également une question et j'envoie le jingle. Vous avez un message. Bonjour Ismaël, voici ma question. Le confinement et l'explosion des commandes en ligne peuvent-ils inciter Wind à ajuster sa stratégie de développement, par exemple en se concentrant sur les secteurs essentiels? Alors oui, complètement. Effectivement, sur les secteurs essentiels, nous, la plus grosse traction qu'on a pu avoir dans nos différents secteurs marchés, parce qu'on travaille avec la distribution alimentaire, la restauration,
le retail spécialisé et les luxes et cosmétiques. Et effectivement, la partie alimentaire a vraiment explosé dans les dernières semaines et dans les derniers mois. Et effectivement, il y a un focus très fort de notre part du côté de la distribution alimentaire. Ça a accéléré énormément des projets qu'on pouvait avoir. On a par exemple des gens comme Carrefour avec qui on accélère considérablement le déploiement, qui a pris un très bon sujet, d'autres comme Intermarché avec lesquels pareil, on accélère et on met en place des nouveaux parcours clients associés au digital. Et il y a même des clients internationaux, parce que nos équipes ont fait également des prodiges. On a des leaders comme Marjane, qui est le leader de la distribution au Maroc, qui fait plusieurs milliards. On a réussi à déployer tout le e-commerce pendant le Covid, en full remote. Donc effectivement, du côté de l'alimentaire, nous on a un focus dédié, mais pas que, parce que sur les autres secteurs, maintenant que les points de vente réouvrent, là par exemple, on se retrouve à déployer chez des gens comme Decathlon en Espagne, tout le nouveau modèle magasin avec certains parcours comme le self-checkout, la distanciation, la partie commande en ligne et autres. Donc effectivement, le marché en tout cas, parce que aujourd'hui la réalité c'est que ceux qui peuvent encore continuer à investir tout de suite, c'est eux, parce qu'ils ont été le moins affectés pendant la crise. Est-ce que si on essaie de se projeter un peu plus loin et qu'on prend un peu de hauteur par rapport au business de la distribution, donc du retail en anglais, pour reprendre les termes anglais moi aussi, et puis finalement de la numérisation, digitalisation de ces circuits, on parle là finalement d'adaptation assez court-moyen terme dans ce qu'on échange avec toi en ce moment. Si on essaie de se projeter un petit peu plus loin, bon là tu as parlé des petits commerçants, tu dis effectivement que tes clients sont plutôt des grands clients. Est-ce qu'il y a des choses qui vont fondamentalement changer dans ta façon de regarder le marché, pour Win, mais aussi plus largement dans la distribution? Est-ce que par exemple, toute la discussion sur la relocalisation, par exemple, de la consommation, est-ce que ça change quelque chose pour toi et dans les circuits, dans la façon de travailler avec tes clients? Ou est-ce que tu vois d'autres choses plus fondamentales dans les changements de comportement, à la fois des distributeurs d'un côté de la chaîne et puis des consommateurs de l'autre côté de la chaîne? Alors, oui, sur l'évolution, donc sur la partie mode de consommation, bon, l'avantage c'est qu'on a eu droit à une magnifique expérience sociale tous ensemble pendant les 3 derniers mois. Ça a été de se dire bon bah les frontières sont fermées et donc comment on arrive à consommer. Et la bonne réponse, ce qui a été plutôt intéressant, ça a été de se dire bon bah rien qu'avec nos frontières fermées et notre production, bah on a réussi à nourrir toute la population. Déjà, il faut saluer le travail de toutes les personnes qui ont pu travailler sur la partie retail pour pouvoir assurer le service. Le service a été assuré, on y est arrivé, il n'y a pas eu de pénurie, ça s'est mis en place et autres. Et donc là, on doit se poser les bonnes questions. Au final, le seul distributeur qui a été interdit, ne respectant pas nos règles sanitaires et autres, c'est Amazon, qui a été contraint de fermer ses entrepôts et ce suivi. Donc je pense que la notion, c'est quand même assez flagrant. Je ne sais pas s'il faut défendre Amazon, mais est-ce qu'ils se sont pas fait aussi attraper parce qu'ils sont visibles? Non, je pense pas. Moi, je pense qu'il y a une notion de respect. En fait, je pense que la notion, ce qu'attendent les consommateurs et les personnes maintenant, c'est le respect. C'est le respect de l'environnement, c'est le respect du local, c'est le respect des règles. Donc il y a une dimension éthique qui va être hyper importante. Ça a été le respect du travail des collaborateurs, comme la prime qu'a pu accorder les Auchan, les Carrefour à leurs travailleurs. C'est le respect de la sécurité sanitaire. Et je pense qu'en tout cas, les consommateurs vont être beaucoup plus sensibles à cette notion de respect qu'on peut traduire par éthique ou autre. Et c'est le respect aussi de l'impact carbone que peut avoir notre consommation. C'est de se dire, bah voilà, est-ce que mon produit il parcourt des milliers de kilomètres ou pas. Et ça, là-dessus, en termes de modèle, ça va devenir vraiment clé en fait dans les. Oui. C'est intéressant ce que tu dis, Ismaël. C'est presque un débat qu'on a eu avec Olivier et pas mal d'entrepreneurs du Next 40. C'est entre les souhaits, des espoirs, des rêves de ce que devrait être le monde et la réalité, ne serait-ce en termes de pouvoir d'achat.
fait que des fois, t'as beau dire qu'il faudrait un monde sans Amazon, tu commandes sur Amazon parce que c'est ceux qui sont capables de répondre à la promesse d'être livré en, je sais pas, 24 heures ou peu importe. Donc il y avait ce sujet-là. Et c'est aussi d'ailleurs Thomas, pour compléter ta question, c'est aussi parce que c'est moins cher. Enfin en tout cas, c'est pas toujours le moins cher Amazon. Et moi j'étais très longtemps le concurrent principal d'Amazon avec PriceMeister ou Rakuten. Donc on voit bien comment ils arrivent à toujours jouer un peu avec les limites éthiques qu'évoquait Ismaël. Mais c'est vrai que la question qu'on peut se poser dans la distribution et dans le monde d'après, c'est est-ce que les consommateurs aussi seront prêts à payer un peu plus cher pour un produit qui vient de moins loin, parce qu'aujourd'hui, paradoxalement, les produits qui viennent de moins loin sont souvent plus chers du fait du coût du travail ou d'autres raisons, mais en tous les cas, le bilan carbone est un peu perpendiculaire au prix. Et par ailleurs, il y a aussi l'éthique, le respect du producteur, par exemple des différentes marges qui permettent ensuite de financer quand même aussi le producteur dans l'alimentaire par exemple, mais aussi dans l'industrie. Et du coup, pour compléter, et je crois que c'était Frédéric Mazella qui nous disait ça, c'est qu'à un moment, seul le régulateur peut vraiment faire pencher de la balance du bon côté. Eh ben, je suis assez aligné avec tout ça. Je pense que il n'est pas normal qu'Amazon soit moins cher parce que ils utilisent des robots plutôt que des humains, et 2, parce qu'ils payent leurs impôts en Irlande plutôt qu'en France. Donc déjà, moi je suis désolé, si on me met sur le ring, je me mets à la place de mes clients, j'ai juste envie que mes mains ne soient pas attachées dans le dos et qu'il ne soient pas 4 en face. Mais à partir du moment où on est déjà 1 contre 1, on peut se battre. Donc équité fiscale et équité en termes d'emploi. Il y a le rapport de Mounir Majoubi qui est hyper clair dessus. Pour chaque emploi, parce que faut la désinformation, faut l'arrêter. Pour chaque emploi que crée Amazon, il y en a 2,2 qui sont détruits dans la distribution. Donc, pour faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans la distribution classique, il faut 2,2 fois plus d'emplois que pour le faire là-dessus. Et je veux dire, en tant que citoyen, il y a un moment donné, il faut qu'on se pose des questions. C'est pas le problème de la caissière, qui au final est une personne qui, si elle ne travaille pas, sera au chômage et donc nous coûtera, qui fait de l'évasion fiscale ou autre. Ce sont des emplois utiles à nos sociétés. Et ce sont des emplois dépendants. Et du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut taxer la productivité des robots? Je ne sais plus qui avait proposé ça il y a quelques mois. Bah oui, et moi je pense que il y a un moment donné, tant qu'il y a du chômage dans notre pays, il faut que le robot il faut inciter à recruter des gens plutôt que des robots. En fait, il y a un moment donné, est-ce que le business sert la société ou est-ce que la société sert le profit? Et je pense qu'il faut se poser la bonne question. C'est que tant qu'il y a des gens qui sont au chômage, qui peuvent travailler, il faut donner ce travail aux gens plutôt qu'à des robots. Alors, je me fais un peu taquin, ouais. Mais du coup, je vais prendre l'exemple de Win, qui est un logiciel en SaaS, du coup, qui permet de gagner en efficacité, pourrait aussi être remplacé par peut-être 10, 15, 100 personnes qui traiteraient des tableurs Excel et qui géreraient tout par le téléphone. Donc, voilà, je suis un peu taquin. Non, on n'est pas du tout dans la même chose parce que nous, on fait du temps réel sur de la commande omnicanal, c'est-à-dire que même si toute la planète Terre travaillait en même temps, elle ne serait pas capable de répondre à la demande de e-commerce où on est sur 0,2, 0,4 secondes, Olivier, les temps de réponse sur les stocks et sur les affichages. Il y a un moment donné où l'outil est important. Moi, je ne suis pas en disant que la technologie ne sert à rien. Je suis juste en train de dire que sociétalement, la technologie est très importante, mais à un moment donné, la réalité, c'est que les quelques centimes que Amazon fait gagner sur ces produits-là, est-ce qu'ils sont vraiment profitables au profit de l'emploi qu'on détruit? Et c'est ça que les gens ne voient pas, c'est qu'on paye beaucoup plus cher. En fait, les quelques centimes que Amazon nous fait économiser, on les paye au final sur nos impôts ou dans notre dette beaucoup plus cher. Donc juste la balance économique est déficitaire. Et pourtant, Carrefour utilise des logiciels et autres. La caisse, c'est pas la caissière qui prend. Il n'y a pas 3 personnes derrière avec un calepin qui note tout derrière. Je rappelle au passage, comme vous employez tous le mot SaaS, bien sûr, tout le monde sait ce que c'est, mais donc c'est Software as a Service, donc c'est le cas de Win, qui donc c'est vendre du logiciel qui est directement en ligne par rapport aux versions de logiciels à la papa de nos générations précédentes qui vendaient des licences et qu'il fallait retélécharger en permanence. Et donc ça participe, c'était le propos de ton propos, je pense Thomas, de l'automatisation du monde. C'est une des phrases, un des mantras de la Silicon Valley, c'est Software will eat the world. C'est-à-dire qu'en gros, petit à petit, les logiciels remplacent toutes les tâches humaines. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, mais on parlait des logiciels bien avant. Donc c'était pour juste éclairer votre débat, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une vision du monde où petit à petit, les tâches pénibles, par exemple celle de la caissière, peuvent être remplacées par la machine, et certaines personnes considèrent que c'est positif. Toi, tu viens de dire, Ismaël, qu'il faut remettre de l'humain, et
tout en étant toi-même un vendeur de logiciels. Et bien entendu, c'est un paradoxe qu'on peut tout à fait comprendre quand on t'écoute attentivement. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de tâches, de toute façon, notamment dans la distribution, qui sont des tâches un peu rébarbatives, un peu mécaniques, un peu pénibles. Et dans ce cas-là, il y a tout un pan de la société qui considère que c'est pas plus mal qu'elle soit remplacée par des logiciels ou des robots, à condition évidemment qu'on puisse avoir des revenus ou d'autres tâches ou d'autres métiers qui eux-mêmes auront une valeur ajoutée intéressante. Complètement aligné complètement aligné là-dessus. Et c'est un débat qu'on doit avoir en fait. C'est juste que notre monde change et on doit se poser la question. Par contre, ce débat, il doit être sociétal et pas que économique. Et se poser la question, voilà, de savoir. Et nous, par exemple, chez Wind, nous, on est dans nos valeurs, on a le côté user-centric. Donc en fait, l'utilisateur, parce qu'on est un outil, on est juste un outil qui permet aux utilisateurs de maximiser leur valeur business. Et nous, ce qu'on dit, c'est que effectivement, dans ce nouveau modèle économique, en fait, dans ce nouveau operating model, le retail avant, le point de vente, il vous permettait d'avoir à disposition des stocks. Vous venez, il y a le produit ou pas, je prends, je le paye et je m'en vais. Maintenant, un retail unifié, il doit vous proposer de vous livrer tout de suite, de vous permettre de réserver l'article, de le récupérer, des fois de passer en magasin, s'il manque un article, de le commander, de le récupérer chez vous. Tous ces nouveaux services, ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas rajouter des nouvelles personnes pour les réaliser. Donc la question, c'est comment on revoit le travail des personnes qu'il y a là, on leur permet d'effacer les tâches à faible valeur ajoutée et on les permet de retravailler, eux, en tant qu'humains, la valeur ajoutée que peut avoir l'humain là-dessus et pas simplement du logiciel. Moi, j'aime bien l'exemple de McDonald's. McDonald's, quand ils ont mis en place les bornes, ils n'ont pas supprimé du tout le personnel. Le personnel s'est mis à rajouter du service à table, à rajouter du conseil, à être là plus proche des enfants pour les accompagner sur leur aire de jeu. Donc au final, mettre un outil pour automatiser une tâche avec faible valeur ajoutée ne veut pas dire supprimer l'emploi. Parce que nous, on croit en l'emploi. Par contre, à Amazon, et Amazon, c'est très clair sa mission. C'est pour ça que je le dis, c'est des entrepôts robotisés sans hommes et des magasins sans hommes. Et ça, c'est pas possible. Notre monde n'est pas prêt à assumer ça. En France, c'est 4 millions de personnes qui travaillent dans la distribution. Ce modèle-là n'est pas viable. C'est important de le dire. Merci Ismaël. On vient de passer un moment génial avec toi sur la vie de l'entreprise, sur la vie de la start-up Wind face au confinement. Et je propose ensuite qu'on se retrouve dans un deuxième épisode qui te sera consacré à toi plus personnellement, toi en tant qu'entrepreneur. Et du coup, on va te permettre de passer dans le prochain épisode sur le canapé. 40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.